John Kufuor est à Abidjan, l'ancien président ghanéen, président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace, est sur les bords de la lagune ébriée pour parler paix et cohésion sociale. Avec les autorités ivoiriennes, il a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La déforestation en Côte d'Ivoire, une plaie énorme. Tous les ans, 300 000 hectares de forêt disparaissent. Une situation à pallier selon les experts en environnement si l'on veut éviter le pire. Et puis, en Syrie, selon Human Rights Watch, l'armée syrienne aurait lancé depuis novembre 2012 plus d'une cinquantaine d'attaques utilisant des armes incendiaires contre les forces de l'opposition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu la visite de John Kufuor, l'ancien président ghanéen et par ailleurs chef de délégation de l'ONG internationale Interpeace, une organisation qui œuvre pour le retour d'une paix durable dans des pays ayant connu des conflits. C'était hier lundi en présence de Alexis Ouedraogo, notre reporter. Il est arrivé sous une fine pluie pour l'accueillir le chef du gouvernement. L'ancien président ghanéen John Kufuor, très heureux de cette rencontre, a partagé avec le Premier ministre les réalités de sa tournée auprès de jeunes gens dans le pays. J'ai eu plusieurs séances de travail avec des jeunes à Yopougon et à Bobo. Les jeunes gens ont accepté de s'asseoir ensemble, de se parler franchement. Il y a plusieurs points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est clair, mais la première étape dans un processus de réconciliation et que les différentes parties réussissent à se parler, et cela a commencé. Nous avons la certitude qu'en œuvrant ensemble avec le gouvernement, nous parviendrons à une paix et à une réconciliation véritable dans le pays. Depuis 2004, l'ancien président ghanéen est à la tête de l'ONG internationale Interpeace. Elle travaille avec des partenaires locaux à ramener une paix durable dans des pays ayant connu des conflits violents, à l'exemple de la Côte d'Ivoire. John Kufuor a quitté Abidjan ce mardi soir. Toujours dans le cadre de sa mission d'évaluation, le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, dans la même journée d'hier, lundi, John Kufuor a également eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. L'ordre du jour, mesurer les enjeux des différents programmes de ce département ministériel dans le processus de développement, de cohésion sociale, de paix et de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Albert Mabry-Touakeus a indiqué lors de cette rencontre que d'énormes efforts sont consentis par le gouvernement pour assurer un développement inclusif et harmonieux aux Ivoiriens. Des initiatives saluées par le président Kufuor. Journée chargée donc pour l'ancien président ghanéen et son organisation Interpeace. Juste après cette série de rencontres avec les autorités politiques ivoiriennes, c'est devant la presse que l'ONG a fait le point de sa visite en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Au cours de sa rencontre avec la presse, le président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace, John Kufuor, s'est prononcé sur le processus de réconciliation engagé en Côte d'Ivoire et auquel veut participer l'organisation qu'il dirige. L'ancien président du Ghana affirme avoir été encouragé par les réactions positives du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des ministres rencontrés au cours de son séjour. Ils se sont accordés ensemble sur les défis à relever pour consolider les acquis. John Kufuor a exprimé son admiration devant les progrès en cours. Il a souligné que son organisation est venue en Côte d'Ivoire pour échanger avec les communautés locales ainsi que les autorités ivoiriennes pour explorer la manière dont Interpeace pourrait soutenir leurs efforts en matière de consolidation de la paix. Il a également précisé que la mission d'Interpeace ne consiste pas à résoudre les problèmes des Ivoiriens à leur place, mais à les soutenir dans le développement de leurs propres solutions. L'ONG Interpeace a échangé avec les représentants des jeunesses de Yopougon et d'Abobo afin d'engager un dialogue sur la question des conditions pour une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. Parlant de la situation des exilés ivoiriens, des efforts sont faits par le gouvernement pour faciliter leur retour, a dit John Kufuor. Notons que l'ONG Interpeace est basée en Suisse et intervient dans le règlement des conflits dans de nombreux pays avec le soutien des Nations Unies. La mission part ce soir pour Accra, la capitale du Ghana. Réfléchir sur les actions à mener pour promouvoir et développer l'assurance vie. Voilà la principale raison de la rencontre des sociétés d'assurance réunies pour 48 heures à Abidjan. Il s'agit de la semaine annuelle sur l'assurance vie de l'Organisation africaine des assurances. Noël Niagno. La rue des assurances d'Abidjan Plateau, comme son nom l'indique, elle concentre sur son périmètre la quasi-totalité des maisons mères des assurances exerçant en Côte d'Ivoire.
On pourrait affirmer que cette activité à laquelle une rue est consacrée a pignon sur rue. Malheureusement, elle est insuffisamment connue. Je ne suis pas assuré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a l'assurance maladie et l'assurance pour l'éducation. Les spécialistes mettent cette méconnaissance sur le compte de la culture, surtout en matière d'assurance vie. Les Africains et en particulier les Iraniens d'une manière comptent encore sur la solidarité intergénérationnelle pour dire que ils se suffiront à eux-mêmes lorsqu'ils seront à la retraite ou bien en cas de décès, la famille viendra pour les aider. Or là, ce sont les activités traditionnelles de l'assurance vie. Le taux de pénétration en Afrique au sud du Sahara est dérisoire. La proportion, c'est moins de 2% du chiffre mondial. C'est pour cela qu'il faut essayer d'accroître la pénétration. Durant 48 heures, des assureurs venus d'Afrique au sud du Sahara vont réfléchir sur comment améliorer le taux de pénétration de l'assurance vie par la satisfaction des clients, en explorant les pistes des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'autres facteurs qui sont en train de révolutionner l'assurance vie, c'est le téléphone portable. Ce moyen va non seulement faciliter la collecte des primes auprès de ceux qui n'ont pas de compte bancaire et de revenus réguliers, et pouvoir toucher tous ceux qui disposent d'un téléphone portable. Il y a là un moyen efficace et significatif d'augmentation du taux de pénétration. En Afrique, on compte 700 sociétés d'assurance vie avec comme pays leader l'Afrique du Sud. Depuis 1973, la BOAD, la Banque africaine de développement, est au service du développement économique des 8 pays de l'UEMOA. La célébration du 40e anniversaire de l'institution se tiendra demain, mercredi, à Lomé, au Togo. Mais avant, un bilan de la banque avec Jean-Jacques Kwameala. 1973-2013, 40 ans perspective et bilan, c'est le thème sous lequel s'ouvrent les festivités commémoratives de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, une institution regroupant les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a pour objectif de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets prioritaires de développement rural, infrastructures de base, infrastructures modernes, télécommunications, énergie, industrie, transport, agro-industrie, tourisme et autres services. À la date du 30 juin 2013, la banque a injecté 2723 milliards de francs CFA dans le financement des économies de l'Union. Premier portefeuille de la banque avec un financement de 531 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Les financements de la BOAD vont vers le secteur public non marchand, le secteur public marchand et le secteur privé. Ces projets visent à accompagner les autorités ivoiriennes dans leur volonté d'aller à l'émergence économique, a déclaré Bassaré Touré, vice-président de l'institution bancaire, lors de son dernier passage à Abidjan. Il a insisté sur l'importance de cette célébration. Les perspectives, nous voulons une banque encore plus forte, encore plus robuste, qui peut aider nos pays dans les domaines prioritaires comme les infrastructures, le développement rural, et dans le domaine du marché financier. Nous avons le 40e anniversaire de la BOAD. C'est l'occasion d'échanger avec les uns et les autres sur ce que la banque doit être dans le futur. Ce que la BOAD doit être dans le futur sera au cœur des discussions du panel qui s'ouvre demain à Lomé, au Togo. 3 jours de concertation entre experts en géographie de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région. C'est un colloque international organisé par l'Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny sous le thème « Espace et tensions en Afrique ». Il devrait permettre de trouver des solutions aux problèmes de terre et d'espace conflictuels. Laetitia Manglé. Comment arriver à bout des litiges fonciers en milieu urbain et rural? Quelle technique adéquate de délimitation d'espaces habitables et cultivables? Autant de questions auxquelles tentent de répondre plusieurs experts géographes. Ils y réfléchissent en ce moment même à Abidjan, à l'initiative de l'Institut de géographie tropicale, IGT. On a décidé de travailler sur notre objet d'étude qui est l'espace et de chercher à comprendre les raisons, les germes des conflits au niveau des espaces. Et si nous comprenons et nous diagnostiquons bien les germes de conflit, nous pourrons peut-être proposer des solutions qui aideront les décideurs à prendre les bonnes décisions
pour aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. La question des conflits fonciers n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. D'autres systèmes économiques de la sous-région en pâtissent également, notamment le Togo voisin. Le Togo est un pays où l'État n'a aucune emprise sur la gestion du foncier. Et généralement, lorsque l'État n'est pas impliqué dans ce processus-là, vous comprenez que les conflits deviennent des conflits récurrents. Espace et tensions en Afrique subsaharienne. C'est le thème du colloque international sur les litiges fonciers qui prend fin ce 13 novembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, et avec lui le gouvernement et le peuple ivoirien adressent au gouvernement et au peuple ami des Philippines ses sincères condoléances face à l'étendue des dégâts matériels et humains occasionnés par le passage du typhon Haiyan qui a entraîné la disparition de plusieurs milliers de personnes et fait de nombreux blessés. L'enquête diligentée sur l'état des lieux de la forêt du Mont Peko porte déjà fruit. Environ 27 000 personnes ont été recensées sur le site, dont près de la moitié sont des enfants de moins de 18 ans. Le point de cette enquête avec Michel Digré. Après 3 mois d'investigation, l'enquête diligentée par le gouvernement ivoirien sur l'état des lieux de la forêt du Mont Peko livre ses secrets. Nous avons enregistré 6 715 ménages qui représente une population totale de 27 047 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par ménage. Dans le parc, les Ivoiriens représentent 124 ménages, soit à peu près 537 personnes, ce qui fait 4% de la population des personnes vivant dans le parc. Pour les autres pays, les autres nationalités, dans 3 723 ménages, soit 14 445 personnes qui sont de nationalité étrangère, ce qui représente 96%. Donc 99% de Burkina. Environ 13 000 personnes vivant sur le site sont des enfants de moins de 18 ans. Tous les enfants de 0 à 10 ans, environ 10 000, ne sont pas vaccinés et scolarisés. Ils ne sont également pas déclarés à l'état civil. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la publication de ces résultats vise à garantir la transparence dans la gestion de ce dossier assez sensible. Nous devons préserver ce parc. C'est un parc classé, un parc national, mais la gestion de cette question doit respecter certaines contraintes qui sont des contraintes humanitaires, qui sont des contraintes liées aux droits des enfants, aux droits des uns et des autres. Et pour adresser une telle question, nous avons besoin d'abord de sensibiliser nos partenaires techniques, de partager l'information avec tout le monde. Ensuite, à travers un groupe de travail, mettre ensemble nos compétences pour élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme. Environ 12 000 personnes recensées dans la forêt du Mont Peko veulent retourner dans leur pays d'origine. Mais que deviennent les soldats de Amadou Rémy? On a noté qu'en réalité, il n'y avait qu'une centaine de personnes qui étaient des membres en réalité rapprochés de sa famille, qu'on pouvait considérer comme des combattants. Ces gens-là avaient déjà été démobilisés et désarmés par l'ONU ici à l'époque, et aujourd'hui ils ne constituent aucune menace. C'est à la faveur de la crise armée de 2002 que Amadou Rémy et ses hommes ont pris leur quartier dans la forêt classée du Mont Peko. Arrêté le 20 mai 2013, Amadou Rémy fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Et pour parler toujours de forêt, justement, en Côte d'Ivoire, elle se perd peu à peu. 300 000 hectares disparaissent chaque année, un chiffre qui interpelle les experts de l'environnement. Ceux-ci estiment que des actions concrètes et concertées s'imposent si l'on veut éviter le pire. Alexis Ouedraogo. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, un slogan bien connu de l'Ivoirien. Mais par agriculture, il faut aussi penser ressources naturelles et tout simplement forêt. Aujourd'hui dans le pays, elle s'épuise avec un potentiel d'au moins 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui moins de 2 millions d'hectares de forêt. Première mise en cause, l'agriculture extensive et itinérante adoptée par les paysans. S'y ajoute l'application non rigoureuse des mesures de protection des forêts mises en place par le gouvernement. Si rien n'est fait au plus vite, on atteindra le point de non-retour. Plus de forêt, plus de pluie, plus de café cacao.
Il faut donc réagir avec des actions concrètes et suivies sur le terrain. Sortir les paysans clandestins des aires protégées, appliquer les techniques culturelles et variétés améliorées développées par les chercheurs en vue de permettre une utilisation optimale des jachères pour la relance des cultures. Autant de pistes de solutions que devraient creuser les dirigeants. La 37e session de la conférence générale de l'UNESCO, ouverte le 5 novembre dernier à Paris, se poursuit. La Côte d'Ivoire y prend part avec une délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Camara a lancé un appel à la solidarité pour la scolarisation des jeunes filles et l'alphabétisation. Le compte-rendu de Sylvie Touré. L'éducation des filles et des femmes fait partie des priorités de mon pays et de mon gouvernement. Et pour ce faire, il y a même un document de politique nationale qui porte spécifiquement sur l'égalité des chances, de l'équité et du genre. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à la tribune de l'UNESCO, invitée à se prononcer au panel de haut niveau sur le thème « Promotion de l'éducation des filles et des femmes pour l'égalité des genres », un sujet qui préoccupe le gouvernement ivoirien et des actions ont été menées dans ce sens, entre autres, a souligné Kandia Camara, la sensibilisation pour le retour des enfants et des filles exilées, l'intégration de la notion du genre dans les curricula, la création de structures d'encadrement, la lutte contre les viols et les grossesses en milieu scolaire. Autant d'actions auxquelles il faut ajouter celles liées à l'alphabétisation. Malgré toutes ces performances, il faut savoir que beaucoup reste à faire. Et c'est pour cette raison que je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de ce présent panel pour lancer un appel à la solidarité internationale autour de cette question majeure, voire cruciale, pour l'avenir de l'humanité. Un appel à la solidarité internationale autour des questions de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation, des problématiques au cœur de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'achève le 20 novembre prochain. Un reportage de Sylvie Touré. Dans la dynamique du départ nouveau, toujours, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entrepris de doter toutes les universités du pays de matériel didactique de pointe. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministère a procédé ce lundi à la remise de lecteurs optiques. Chris Paterna-Sémian et Alexis Ouedraogo nous en donnent l'utilité. Université Nangui à Bobo Adjamé, plusieurs semaines après les compositions, les résultats de la première session de licence 1 en sciences de la nature sont enfin connus. Malheureusement, les résultats n'ont pas été très bien, donc je suis allé le programme pour reprendre demain pour le compos, la deuxième session. Après donc les compositions de cette deuxième session, les professeurs auront moins de mal à corriger les copies et à proclamer dans un délai raisonnable les résultats. Le ministère de l'Enseignement vient de doter cette université de lecteurs optiques, du matériel de dernière pointe en matière de nouvelles technologies. Lorsqu'on finit une composition, l'étudiant fait ses réponses sur la grille et la grille sera plus tard lue par le lecteur. Et quand la lecture est faite, automatiquement, les notes sont stockées dans une base de données. Donc on dit donc que la lecture se fait en temps réel et les notes sont données automatiquement. Ainsi, le ministère permet à ces trois universités que sont Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké et Félix Houphouët-Boigny de Cocody d'accéder à cette innovation. Les responsables de cette institution ont réceptionné le matériel devant enseignants et étudiants réunis à l'amphi 2 de l'université Nangui Abrogwa. Pour les 3 lecteurs optiques que l'État met à la disposition des universités, ainsi que la formation qui a été faite, ça s'est élevé autour de 111 000 €. Ce qui fait environ 70 millions de francs CFA. D'autres investissements ont été dégagés par le gouvernement en vue de doter des laboratoires de l'université Nangui Abrogwa de matériel de pointe capable de mettre cette école sur le train de l'excellence dans la démarche de la mondialisation des offres de formation. Sécurité à présent, coup de filet de la police des stupéfiants et des drogues. Les agents de ce département de la police nationale viennent d'arrêter une quarantaine d'individus et plusieurs fumoirs ont été détruits. C'était dans la commune d'Abobo. Reportage Herman Niamien. 42 individus arrêtés, dont 3 filles et un élève dans des fumoirs à Abobo. Sur eux, 20 kg de cannabis, 217 doses d'héroïne, 173 plaquettes de substances psychotropes,
30 pipes et un pistolet artisanal saisis. C'est le résultat de 8 heures d'opération menées par la police des stupéfiants et des drogues, appuyée par la CRS et la BAE. Cette opération d'envergure s'est terminée par la destruction de 11 fumoirs. Selon le commissaire Guy Mouémil, l'insécurité dans ce quartier avait atteint des proportions inquiétantes depuis quelques mois. Il fallait donc ramener la quiétude au sein de la population. Ce n'est pas des raflés. Parce que généralement, quand des gens viennent nous voir et disent non, on a raflé mon enfant, mais en fait, ce n'est pas des raflés. C'est des gens qui ont bel et bien été interpellés dans des fumoirs. La grande criminalité a sa source dans le fumoir. Donc il faut commencer déjà à combattre la grande criminalité à partir des fumoirs. Le démantèlement des fumoirs à Abobo s'inscrit dans une vaste opération que la police des stupéfiants et des drogues mène dans le district d'Abidjan pour renforcer la sécurité. Cette opération, selon le sous-directeur de la police des stupéfiants et des drogues, va se poursuivre encore dans la commune d'Abobo afin de démanteler tous les fumoirs. La Fédération nationale des dozos de Côte d'Ivoire veut impliquer ses membres dans les activités agro-pastorales. Plusieurs projets sont donc mis en place pour permettre la reconversion des dozos. Il nous explique Patricia Omouetia. Héritier d'une tradition millénaire, les dozos ou dozons en bambara, celui qui rentre à la maison après avoir chassé en forêt, constitue une confrérie de chasseurs. Il serait à l'origine de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cet après-midi marque le début d'une rencontre festive pour la confrérie des dozos. C'est la région de Dabou qui accueille cet événement inédit, la mise en activité des dozos dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. Tous les grands planteurs sont des dozos, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait sortir qu'une activité, c'est-à-dire que la chasse. Mais cela n'est pas leur activité principale. C'est-à-dire qu'ils le font seulement pour nourrir les familles, puisque ce n'est pas une activité rémunératrice. Plus de 80% des dozos sont des agriculteurs, indique Damoé Charles, porte-parole de la confrérie. Il appelle les dozos à s'engager aux côtés de Dosso Sori, président de la Fédération nationale des confréries dozos de Côte d'Ivoire, dans sa mission de développement social. Nous demandons à tous les dozos de rejoindre la Fédération nationale des confréries dozos et d'accompagner le président Dosso Sori à atteindre l'autosuffisance alimentaire en se donnant activement à l'agriculture et à l'élevage. Initié par la Fédération nationale des confréries dozos de Côte d'Ivoire, le programme de secours populaire qui porte sur l'autosuffisance alimentaire se poursuit et a déjà été lancé dans les villes de Tiasalé, Sassandra, Yamsokro et Congo. En bref et en images, le Salon international du livre d'Abidjan s'est ouvert ce mardi à Abidjan donc. La particularité de cette 6e édition du SILA, le titre d'honneur est attribué pour la première fois à un pays et c'est le Maroc qui a été choisi. Un pays hôte représenté par son ministre de la Culture. Le SILA, c'est donc cet événement culturel marqué par des conférences et expositions ventes. Il refermera ses portes le 16 novembre prochain. Le Festival international du cinéma dénommé Festilag, Festival des Lagunes, est à sa 2e édition, une édition qui fait la part belle aux réalisateurs locaux. Ils sont une quarantaine dont les œuvres seront projetées publiquement le long des 9 étapes du festival. Notre reporter Franck Quadio a subi l'étape de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Lokodro dans la commune d'Atekoubé, sous le feu des projecteurs, le temps d'une projection publique de film fait maison. À la manœuvre, Nakissi Savani et son équipe du Festilag, le Festival international du cinéma des Lagunes. Nous avons en compétition des fictions long métrages, des courts métrages et des documentaires. Réconcilier le public avec le grand écran, une ambition qui plaît. Il fut un temps où les salles de cinéma étaient légion, les plus âgés sont nostalgiques. Maintenant, on a tendance à avoir les cassettes pour pouvoir être à la maison, voir les films qu'on veut. Et ce genre d'initiative permet à nous qui sommes actuellement les doyens de nous rappeler un peu de tout ce qui s'était passé dans les salles de cinéma. Mais l'idée plaît aussi aux plus jeunes et même aux élus. Paulin Danho, le maire de la commune, a dit sa satisfaction. Il encourage les initiateurs. Ces derniers, pour cette 2e édition, veulent faire les choses différemment. Nous avons initié cette année une sélection que nous avons
appelé Lagoon Wood. Vous êtes en train de voir quelques films de cette sélection. Une quarantaine de jeunes réalisateurs en compétition pour 9 jours de projection publique à travers le district, mais aussi un tour à Grand Bassam pour célébrer les résistantes de 1949. Un contenu coloré dont l'apothéose est prévue pour le 16 novembre. Ensuite, le départ d'une autre phase, cette fois tournée vers l'intérieur du pays. Yamoussoukro, Tiasalé et Ferké sont en ligne de mire. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, Kinshasa et le M23 échouent à signer un accord de paix alors qu'ils étaient réunis hier lundi à Kampala. On le sait, les rebelles du M23 ont été récemment défaits après 18 mois d'affrontements meurtriers. Sur les hauteurs d'Entebbe, la somptueuse résidence officielle du président ougandais Yoweri Museveni s'apprête à passer une nuit exceptionnelle. Le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars dit M23 doivent y signer un accord de paix. Dans les couloirs, les allées et venues des représentants de Kinshasa et des envoyés spéciaux de la communauté internationale. Après 2h30 d'attente, la déclaration des autorités ougandaises, quelque peu dépitée. Nous avons reporté, la cérémonie a été reportée sine die par le vice-président de l'Ouganda. À l'origine du report, le refus de la délégation gouvernementale congolaise de signer le document présenté par le médiateur ougandais. Kinshasa rejette catégoriquement l'emploi du terme accord. Après l'obtention de substantiels gains militaires sur le terrain, les autorités congolaises sont désormais en position de force. Alors, pour elles, plus question de parler d'accord avec un mouvement rebelle qui a été défait. À Kinshasa, la population salue la position officielle. Sur le plan militaire, le M23 a perdu le terrain. Et c'est tout sans armes au Rwanda et en Ouganda. Donc il ne constitue plus une menace. Et si Kinshasa signe un accord de paix, ça, le mouvement de Kinshasa sera considéré comme un traître pour la cause nationale et paiera les conséquences. Les journaux parus ce mardi en République démocratique du Congo consacrent leur une à l'impasse provoquée par le désaccord entre Kinshasa et la rébellion du M23. La presse quinoise accuse les autorités ougandaises d'être à l'origine du blocage. La Syrie a utilisé des armes incendiaires infligeant de terribles dommages aux civils, dont de nombreux enfants. Ces mots sont de l'organisation internationale Human Rights Watch. Reportage. Human Rights Watch a tiré une nouvelle sonnette d'alarme sur la situation en Syrie. Dans un rapport d'une vingtaine de pages, l'ONG accuse le régime de Bachar el-Assad de faire un usage généralisé d'armes incendiaires contre des écoles et des zones résidentielles. À partir d'enquêtes et de témoignages sur le terrain, elle révèle qu'au moins 56 attaques avec ce type d'armes ont eu lieu depuis novembre 2012 et fournit des détails notamment sur celle du 26 août dernier dans la région d'Alep. Nous avons accueilli ce jour-là 29 personnes très grièvement brûlées à divers degrés. Pour le moment, 11 des patients que j'ai vus à l'hôpital ce jour-là sont morts. 3 ont été tués sur le champ et se trouvaient dehors, dans le pick-up, méconnaissables. Les 8 autres sont morts des suites de leurs blessures en Turquie. Pour Human Rights Watch, ces frappes aériennes aveugles menées dans des zones de peuplement civil constituent des crimes de guerre en violation du droit international humanitaire et des lois de la guerre. Elles sont particulièrement meurtrières pour les enfants plus rapidement brûlés. Je suis moi-même une ancienne militaire. J'ai servi en Bosnie, j'ai travaillé en Libye pendant la guerre et en Palestine durant l'intifada. Ce que j'ai vu en Syrie en août est exceptionnel en termes de cruauté, d'extension de la dévastation et en gravité des blessures. Même si la Syrie n'est pas signataire de la Convention de 1980 interdisant de telles armes, Human Rights Watch appelle tous les gouvernements à en faire cesser immédiatement l'usage par Damas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.